Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Avant d'attaquer la théorie de Bohm elle-même, il est intéressant de voir ce qui l'a motivé. Alors, très tôt, au début de la mécanique quantique, en 1927, Louis de Broglie trouva les relations qui relient le côté corpusculaire au côté ondulatoire de la matière. Il découvrit la relation qui relie l'impulsion à la longueur d'onde, dite longueur d'onde de Broglie. Il imagina alors la théorie de l'onde pilote, c'est-à-dire que les particules sont des corpuscules, petits corpuscules, qui accompagnés d'une onde, une onde qui les pilote, donc une onde qui guide les corpuscules. Cette formulation restait relativement vague, elle n'a pas été énormément approfondie, et il a fallu attendre 1952 pour que David Bohm établisse une théorie complète de l'onde pilote. On l'appelle donc parfois théorie de l'onde pilote, théorie de Bohm, ou c'est mécanique bohmienne, ou encore théorie de Broglie-Bohm. Donc, dans la théorie de Bohm, on a un système de particules, des corpuscules, qui sont guidés par la fonction d'onde. La fonction d'onde obéit toujours à l'équation de Schrödinger, mais sans l'aspect probabiliste et la réduction de la fonction d'onde. Et on a une équation guide qui relie la fonction d'onde au corpuscule. Par exemple, dans une expérience typique de Young, où des particules sont envoyées sur deux fentes et impactent un écran, les corpuscules de Bohm produisent les impacts observés sur l'écran, et leur arrivée sur l'écran et leur passage par l'une ou l'autre fente dépend uniquement de leur position initiale et de la fonction d'onde. La théorie est explicitement non locale. Elle explique totalement la mécanique quantique non relativiste, c'est-à-dire que tout résultat expérimental prédit par la mécanique quantique non relativiste, c'est également prédit par la théorie de Broglie-Bohm. Elle est équivalente d'un point de vue résultat. Et le côté probabiliste, observé en mécanique quantique, c'est-à-dire la règle de Born, découle du caractère statistique des corpuscules. C'est donc les différentes positions des corpuscules qui donnent un caractère statistique au résultat et le côté probabiliste observé. On sait que depuis le début, la mécanique quantique a souffert de difficultés conceptuelles. J'avais parlé du débat lors de la grande réunion de Solvay avec Einstein, et nous avons discuté largement des aspects bizarres de la mécanique quantique, difficiles à comprendre, à interpréter. Et tout cela revient à dire en définitive, mais est-ce que la fonction d'onde en elle-même suffit à décrire les particules? Est-ce que la fonction d'onde elle-même est représentative de la réalité physique? Ou plus simplement, qu'est-ce que décrit vraiment la mécanique quantique? En mécanique quantique orthodoxe, celle que nous avons largement vue dans ces vidéos, les particules sont totalement décrites par la fonction d'onde, entièrement. Ça n'a pas toujours plu à tout le monde. Schrödinger, par exemple, était le père de la fonction d'onde. Donc il ne demandait pas mieux que les particules soient des fonctions d'onde, des ondes. Mais l'aspect aléatoire de la mécanique quantique le gênait. Le côté abstrait, éventuel, de la formulation et de la fonction d'onde ne l'embêtait pas du tout. Il disait lui-même que soulever ce point, que la formulation était abstraite, n'apportait pas grand-chose, en réalité, à la réflexion. C'est le côté aléatoire, le côté flou quantique qui l'ennuyait. Ça semblait incompatible avec l'expérience, parce que lorsque nous faisons des expériences,
nous mesurons de résultats, les résultats définis. Nous en avons parlé. Alors, on obtient des résultats définis, même à partir d'un état superposé. Et donc, ce flou quantique semblait incompatible avec les résultats. Il prenait un exemple, par exemple, d'une désintégration radioactive qui émet un rayonnement gamma sous forme d'une onde sphérique. Telle que décrite, par exemple, l'onde peut être décrite par la théorie de Maxwell. Un écran reçoit le rayonnement gamma. On s'attendrait donc à avoir une répartition uniforme sur l'écran. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. On a un photon gamma qui est émis et on a un impact en un point précis et aléatoire, totalement aléatoire, de l'écran. Ça lui semblait anormal. Le fait aussi que la mécanique quantique conduit à des superpositions quantiques, même au niveau macroscopique. Rappelons-nous le schéma de von Neumann. Si on ignore la réduction, on a une superposition quantique globale qui se produit, macroscopique. Il avait illustré ça avec son exemple, son expérience de pensée du chat de Schrödinger, du chat qui se retrouve dans un état quantique superposé, à la fois mort et vivant. Certains ont vu cette expérience-là comme une manière d'expliquer la mécanique quantique. En fait, non. Schrödinger le montrait comme un exemple ridicule. C'était ridicule pour lui d'avoir un chat à la fois mort et vivant. Parce que ça ne correspondait pas à ce que l'on observe. Quand on observe un chat ou mon chien, il est vivant, il n'est pas mort, il n'est pas les deux à la fois, jamais. C'est donc en fait le problème de la mesure qui le gênait. Nous avons vu le problème de la mesure, nous avons vu ses différents aspects, résultats définis, etc. C'est le problème de la mesure qui le gênait. Et il critiquait la doctrine positiviste, celle de l'école de Copenhague, celle qui a construit la théorie quantique et son interprétation orthodoxe. Cette vue relativiste considérait que le résultat des mesures, que la seule chose qui existe, ce sont les résultats des mesures, et rien d'autre. Qu'on ne peut pas poser de questions sur ce qui n'a pas donné de résultat, de mesure. Toute hypothèse devient caduque. Et donc, la théorie est tout à fait à l'opposé du réalisme. Et Schrödinger le critiquait. D'ailleurs, cette vision positiviste, très pragmatique, est utilisée en pratique, mais en réalité, quand on creuse et qu'on questionne les physiciens, on se rend compte que la majorité sont plutôt réalistes, comme Schrödinger, et imagine qu'il y a une réalité qui est indépendante de leur propre être, de leur propre position d'observateur, que l'interaction avec le système va fortement influencer le système, ça ne fait pas de doute. On sait qu'une théorie doit être contextuelle, mais le fait est que cette réalité doit exister. C'est le point de vue de la majorité. La seule chose, c'est que la plupart ils ne se posent pas de questions sur cette réalité. Ils disent, bon, moi, effectivement, j'estime qu'il n'y a pas que les mesures, mais tout ce que moi j'ai, c'est les mesures. Et donc, je ne sais pas quelle forme a cette réalité. Je pense qu'elle doit avoir une certaine forme. Je ne sais pas laquelle. Ça, c'est le point de vue majoritaire. D'où l'idée de compléter la théorie, d'aller au-delà du formalisme orthodoxe et d'avoir plus que la fonction d'onde. On revient là au point de vue d'Einstein, Podolsky et Rosen, dont nous avons largement discuté. L'idée d'avoir des variables cachées qui décriraient plus complètement la théorie et enlèverait son caractère indéterministe et résoudrait le problème de la mesure. Même si on sait qu'Einstein s'est trompé, que le théorème de Bell et les résultats expérimentaux, notamment d'aspect, ont montré que la théorie devait être non locale, une théorie à variables cachées devait être non locale, l'idée peut quand même rester de compléter avec une théorie à variables cachées
non locales. Ça, c'est l'objectif de Bohm. Et la théorie de Bohm réussit ce challenge. Elle complète la théorie d'une façon non locale, explicitement non locale, mais exactement dans l'objectif atteint, recherché, comportement statistique qui simule les probabilités quantiques, etc. Donc, c'est un exemple très caractéristique de théorie à variables cachées réussie, qui marche, au moins dans le domaine non relativiste. Donc, il est intéressant de voir cette théorie, comment elle a été élaborée, ce qu'elle donne, et de voir ses défauts, ses limites. Avant de nous plonger dans les développements de la théorie elle-même, dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons un peu plus sur les notions de variables cachées et de non-localité. Et donc nous ferons le point sur ce que nous savons et sur la forme que ça doit prendre. Je vous remercie.